Donc bonjour à tous. Donc je suis Marc-Antoine Bassompierre. Je travaille à la direction technique du Bureau Veritas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil du diagnostic PEMD dans le cadre de l'économie circulaire. Ma présentation va se dérouler en 3 parties. Revenir sur l'économie circulaire. C'est toujours bien de se resituer dans le cadre de l'économie circulaire. Et aussi parler des prestations qu'on peut faire, nous, Bureau Veritas, pour vous accompagner dans la gestion des déchets. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais vous parler plus du diagnostic PEMD, comment on le fait, l'état de l'art actuel de la réglementation, et puis terminer par, une fois qu'on a identifié des gisements de réemploi, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, en fait, je vais vous parler des différentes filiales du Bureau Veritas qui peuvent vous accompagner pour identifier, valoriser et construire finalement. Donc, effectivement, si... Alors, ça, il va falloir que je fasse comme ça. Voilà, ok. C'est bon. Voilà. La première chose que Bureau Veritas a réalisée depuis 2020, avec la sortie de la loi AGEC, c'est on a restructuré un petit peu nos prestations sur une notion de green line qui parle à tout le monde, et quelles sont les prestations qu'on peut faire. Et on a tout structuré dans un livre blanc sur l'économie circulaire, accessible sur le site bureauveritas.com. Et puis si certains sont intéressés, n'hésitez pas à me donner vos adresses mail, je vous le partagerai. L'objectif, c'est de passer en revue, finalement, les différentes thématiques liées à l'économie circulaire. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas relire chaque slide, parce que ce n'est pas l'objectif. Je vais avancer un petit peu sur, finalement, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire. C'est basé autour des 7 piliers. Il y a le pourquoi, bien sûr. Pourquoi l'économie circulaire? On est dans une société de consommation finie, avec des ressources qu'on doit préserver. Donc l'économie circulaire permet de réemployer en premier, de recycler ensuite, avant de valoriser et de jeter. L'objectif, c'est d'arrêter de jeter en quantité. Donc, on a plusieurs piliers, on en a 7, je reviendrai après. Effectivement, l'économie circulaire, elle est basée sur... On remplace la production, mais ça veut dire qu'on va réemployer des produits, des matériaux, des équipements. Donc il faut aussi les analyser pour être sûr que derrière, vos utilisateurs ne sont pas en danger, restent encore dans un monde sûr. Alors évidemment, les questions qu'on se pose, c'est comment passer à cette économie circulaire. Alors la France a fait une feuille de route il y a quelques années et qui s'est traduite en 2020 avec la loi AGEC, donc anti-gaspi et pour une économie circulaire, et qui est très cadencée avec un certain nombre d'actions. Il y a un certain nombre de textes qui manquent encore, mais avec comment dire, la voie est tracée jusqu'en progressivement 2023. On a notamment la responsabilité des producteurs de déchets du bâtiment qui va se mettre en place, et ça c'est une révolution. C'est une révolution, parce que derrière, ça impose. Mais avant ça, il y a aussi tous ces éléments. Comment est-ce que les produits sont conçus? C'est bien de mettre sur le marché des produits, mais ça serait bien de les éco-concevoir. Donc il y a tout un système qui est en place sur la CV, l'éco-conception. Et comment est-ce que l'économie circulaire rentre dans ce sujet? Parce que, bien sûr, souvent, nos normes sont basées sur des produits neufs, des matériaux neufs. Donc il faut pouvoir les amener dans ce système. Et puis derrière, bien sûr, à côté de tout ça, en fait, il y a la certification des différents produits qui sont utilisés dans cette économie. Donc, pour revenir, l'économie circulaire, donc vraiment c'est basé sur 3 domaines: les acteurs économiques, les consommateurs, c'est nous, et puis le déchet, les déchets. On parle de 7 piliers. Alors les 7 piliers, c'est d'abord
au niveau des acteurs économiques, c'est d'abord on fait du durable, c'est-à-dire qu'on va produire durablement, on fait de l'éco-conception, on s'organise sur un territoire, et puis, bien entendu, on s'intéresse encore plus qu'avant, encore toujours, sur la fonctionnalité pour éviter finalement la consommation. Après, les autres piliers, c'est les 3 premiers piliers, les 4 premiers piliers, on a ensuite la consommation responsable qui est basée sur nos achats, donc des associations, une consommation collaborative, une utilisation aussi raisonnée, avec, bien sûr, on parle aujourd'hui de, consommation raisonnée, mais on essaye de consommer moins surtout. Et puis, dans le deuxième sujet, et qu'on commence à bien connaître maintenant avec les équipements, c'est l'allongement de la durée d'usage. Donc, et l'allongement de la durée d'usage se cache le réemploi, la réparation, la réutilisation, qui sont des notions différentes, puisque le réemploi, c'est on prend la chose, on la remet dans la même fonction. Et une fois qu'on a traité tout ça, il nous restera nos déchets. Donc, sur ces déchets, là, on a effectivement, la loi AGEC va plus loin que ce qu'on avait auparavant. On doit encore mieux qualifier nos déchets pour les envoyer dans les bonnes filières et que le stockage ultime soit minimum. Il faut qu'on puisse valoriser nos déchets, voire qu'on puisse sortir ces matériaux, ces produits du statut de déchets. Donc ça, c'est un point qui est aujourd'hui encore à construire. On avance, mais il y a encore des blocages pour qu'on puisse sortir de cette montagne de déchets. Alors, donc Bureau Veritas peut vous accompagner sur ce sujet-là, parce qu'en tant que producteur de déchets, n'importe quelle entreprise est producteur de déchets, donc il y a différentes possibilités pour pouvoir vous accompagner et qui sont résumées sur cette slide avec, bien sûr, toujours un état des lieux avec vous. Nos conseillers vont pouvoir travailler avec vous sur votre patrimoine de déchets, le déploiement des plans d'action pour améliorer effectivement la politique RSE. Et puis derrière, si on parle des déchets, c'est quand même une notion de coût. Donc il y a un aspect financier. Donc nos collaborateurs peuvent vous aider là-dessus. Et bien sûr, il y a les spécifiques qui sont liés à l'étude d'éco-conception, voire des études de filière spécifiques. Donc ça c'est une partie de nos services qui peuvent faire cette prestation. Et moi, je vais vous parler, rentrer un peu plus dans le diagnostic, puisque c'est l'outil qui est vraiment le sujet, le cœur de cette présentation. Le diagnostic PEMD. Alors, PEMD, c'est pour les produits, équipements, matériaux et déchets. Auparavant, donc il y avait des décrets en 2010 et des arrêtés en 2011 qui imposaient de réaliser un diagnostic déchets de la démolition. Et on parlait de déchets uniquement. On venait regarder le bâtiment et dire ces éléments vont dans telle filière de stockage. On s'intéressait qu'à ça. Mais ça fait maintenant donc 10 ans. C'est pas fait partout. Il y avait des limites en termes de surface. Tous les bâtiments n'étaient pas concernés. Et bien entendu, avec la loi AGEC, il y a un article spécifique qui remet en place ce diagnostic. Il a gagné, en fait, au départ, c'était uniquement les produits, matériaux, déchets. Il a gagné le E. Donc on doit aussi regarder les équipements. Et l'état de... Alors évidemment, ce diagnostic, il est pas complet. En fait, c'est aujourd'hui, il nous manque encore quelques éléments, même si le décret est assez précis, il manque quelques éléments pour aller jusqu'au bout, pour vous accompagner. Mais on peut déjà faire quelque chose. On peut identifier. Donc c'est ce qu'on appelle le diagnostic ressources. Si on résume, le diagnostic,
il y a un décret qui est sorti en 2021 suivant la loi AGEC. Ce décret détaille un certain nombre d'éléments qu'on doit mettre. Son application était au 1er janvier 2022. Malheureusement, pour être appliqué, il faut un arrêté d'application. Donc cet arrêté, on l'a lu. Le ministère nous a communiqué à toute la profession ce projet d'arrêté. Il n'est pas encore sorti. Il va préciser un certain nombre de sujets, je vais vous le décrire après. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour le monde du bâtiment, de la déconstruction, parce qu'on va changer la donne. Avec ce diagnostic-là, on va arrêter de jeter au départ. On va commencer par identifier ce qu'on peut réemployer. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail. La première chose, c'est changement de périmètre. On ne va plus parler de bâtiment, on va parler d'opération. Les limites qui sont données des mètres carrés sont liées à l'opération. C'est-à-dire si vous avez 10 bâtiments de 100 mètres carrés, vous êtes concerné. Donc ça, c'est vraiment un changement. Auparavant, on ne s'en occupait pas, c'était traité comme des déchets. Point. Par contre, dans la démolition du bâtiment, il y a toujours des éléments qu'on ne peut pas voir au moment où on va faire le diagnostic. Donc on a un diagnostic qui va être visuel à un instant avant la démolition. Et puis, il y a aussi un deuxième sujet qui n'était pas traité par le diagnostic déchets, c'était les rénovations significatives du bâtiment. C'était pas regardé, on ne parlait que de démolition. Donc là, aujourd'hui, avec ce nouveau diagnostic, vous aurez un périmètre plus important. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça toute la différence aujourd'hui, c'est auparavant, on faisait qu'estimer la nature des déchets, la quantité des déchets et leur localisation. Aujourd'hui, le bâtiment, les matériaux, les produits, les équipements, on va regarder la fonction, son état de conservation, est-ce qu'on peut le réemployer ? On va donner des indications de dépose, de stockage, de transport. Bien sûr, alors là on l'a indiqué, c'est une limite floue, il y a des conditions techniques et économiques de réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation. Ça, ce n'est pas complètement précisé encore, même dans l'arrêté. Donc effectivement, le diagnostic ne sera pas encore complètement clair sur ce sujet. Et puis, évidemment, on parle de vices ou désordres apparents du bâtiment, ce qui est évident. On va pouvoir identifier dans le diagnostic ces éléments-là. Là où il y a un petit astérix, c'est que ces informations concernent également les déchets. Et bien sûr, in fine, une fois qu'on a fait notre diagnostic, eh ben on va dire qu'est-ce qu'on en fait. Si c'est un déchet, eh ben, d'abord, on va parler de réutilisation, de recyclage, de valorisation, et jusqu'à la fin, on parlera d'élimination. C'est-à-dire qu'un diagnostic PEMD va plus loin que ce diagnostic déchets. On va vraiment guider le maître d'ouvrage. Et si on veut résumer, c'est qu'on a une pyramide qui est inversée. Auparavant, on éliminait. Maintenant, on va d'abord prévenir. D'abord, on fait du réemploi. Et quand on est dans le réemploi, ce n'est pas un déchet. Donc c'est de la prévention. C'est vraiment le cœur de la loi AGEC, c'est d'éviter que ça devienne un déchet. Ensuite, on a l'étape de réutilisation. Et là, il y a encore quelques petites subtilités pour sortir, parce que c'est devenu un déchet, pour sortir le déchet, pour pouvoir le réutiliser. Et après, bien sûr, ceux qu'on ne peut pas réutiliser, on va les recycler, les valoriser et in fine, le stockage ultime. Donc c'est vraiment par ordre de priorité du diagnostic et de la réglementation. Là, c'est vraiment des images pour vraiment le cibler. Avant, on casse tout. Maintenant, on va déconstruire. Vraiment, le mot important, c'est déconstruire. Hop. Ah, je vais un peu trop vite. Voilà. Alors, le diagnostic va s'adresser à deux personnes. Le maître d'ouvrage et bien sûr le déconstructeur. On va donc, comme je vous l'ai montré, il y a la nature des produits, matériaux, équipements, leur fonction et l'état apparent qui vont vous être indiqués, les possibilités de réemploi sur le site, et ça passe par des échanges avec vous.
on ne peut pas se dire, tiens, c'est juste le diagnostiqueur va penser à votre place. Non, c'est avec vous. Vous avez un projet, on va pouvoir se dire, dans la déconstruction, ces éléments-là, on peut les réemployer. Ou alors, vous avez un autre site de construction, et là, pareil, on va pouvoir les identifier. Ce qui manque aujourd'hui, et ce qui est en train de se construire, parce que toute la profession, tous les acteurs en fait, sont à fond sur le sujet, c'est d'organiser les filières de réemploi. Parce que pour réemployer, il faut stocker sur un autre site. Donc vous allez avoir des... Non, je ne vais pas faire publicité pour les différents distributeurs de matériaux, mais vous allez avoir des entrepôts qui vont stocker des matériaux de réemploi identifiés et d'autres acteurs vont les stocker sur un site internet, vont pouvoir vous permettre d'avoir l'information pour savoir où se situe le matériau à réemployer. Le matériau, le produit, le matériau. Donc ça, c'est cette phase-là, mais qui dépend de la métropole, qui dépend de l'organisation territoriale. On ne va pas faire du réemploi à l'autre bout de la France. Ça n'a pas de sens carbone, ça n'a pas de sens économique. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit s'organiser en local. Et pour terminer, évidemment, les indications logistiques sur le stockage du chantier et les filières de réemploi local. Ça, c'est pour le maître d'ouvrage. Et pour le déconstructeur, lui, il va avoir une localisation plus précise des produits, matériaux, équipements. Ça, c'est important parce qu'il sait, avec le diagnostic, plus précisément ce qu'il a à faire en termes de quantité et de localisation. Il sait qu'il y a des possibilités de réemploi. Donc, il va, lui aussi, pouvoir aider le maître d'ouvrage sur l'utilisation, dans la précaution de dépose et de stockage sur site. Et puis, bien sûr, il a sa maîtrise en tant que déconstructeur, sa logistique de la dépose. Voilà ce diagnostic. Si vous avez des questions, je vous laisserai les poser plutôt à la fin. Je poursuis rapidement sur l'arrêté à paraître. Quelles sont les informations que cet arrêté vient compléter? Il y avait encore un flou dans le décret sur la définition de l'opération ou de démolition majoritaire ou la rénovation significative. L'arrêté précisera cette limite. Aujourd'hui, je ne peux pas l'écrire puisque l'arrêté n'est pas paru, mais cette limite est plus claire pour tout le monde. Ensuite, aujourd'hui, le diagnostic, on ne peut pas l'utiliser jusqu'au bout parce que vous n'avez pas de CERFA. Aujourd'hui, le CERFA, c'est encore le CERFA du diagnostic déchets. Donc, vous ne pouvez pas faire tout ce qu'il faut. Donc, dans cet arrêté, on a ce projet de CERFA qui est très complet, encore plus complet d'ailleurs. Il y a des informations qui sont dans le CERFA qui ne sont pas dans l'arrêté ni dans le décret. Donc, c'est vraiment, il y a un travail qui a été fait très, très approfondi. Et bien sûr, il y a malheureusement quelques informations où il y a un travail en commun, c'est ce que je disais. Ni d'un côté le maître d'ouvrage, ni le diagnostiqueur, tout seul ne peut écrire l'information dans le document. Donc ça veut dire un peu plus de contact encore entre les deux intervenants. Et puis terminer, évidemment, le projet de CERFA pour le récollement. Parce que vu qu'on identifie un peu mieux, c'est précisé dans ce projet de CERFA. Par contre, il manque encore quelques éléments. Alors vous avez, c'est indiqué, alors effectivement, précision. Le diagnostiqueur, il va un peu fonctionner, c'est un diagnostic à l'instant T. Les précautions de dépose, en fait, il ne va pas être là au moment où on déconstruit. Donc c'est plutôt des principes, plutôt qu'un cahier plutôt de maîtrise d'œuvre. Ce n'est pas un cahier très précis sur la dépose, mais les principes de précaution devront être indiqués. Et ça, pour l'instant, il y a encore un travail à faire pour avoir cette liste la plus claire possible. Au départ, on indiquera, mais par contre, il faut effectivement que tout le monde puisse indiquer la même chose. Ensuite, il y a la notion liée à la réemployabilité des produits et des équipements. On a tous en tête un certain nombre de produits et d'équipements. On se dit, comment le réemployer? Il faut qu'on soit sûr que le produit et l'équipement aient encore la caractéristique technique. On peut parler de l'acoustique, on peut parler de la sécurité incendie. Donc là, il y a un certain nombre de précisions qui ne sont pas dans l'arrêté, qui seront encore à compléter dans les années à venir.
sur les types d'analyse à utiliser. Donc dans un premier temps, le diagnostiqueur va travailler avec vous, va vous indiquer un certain nombre d'éléments, mais ça c'est la base, c'est le début. Et puis le dernier point, c'est sur la partie conditions économiques et techniques nécessaires pour la valorisation et l'élimination, il manque encore quelques précisions dans l'arrêté. Donc voilà sur ce diagnostic. Aujourd'hui, on peut le faire. On peut réaliser un diagnostic PEMD par rapport au décret, mais il n'est pas complet. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques éléments dans l'arrêté qui ne sont pas encore dans le diagnostic, et notamment le CERFA n'étant pas là, il y a un certain nombre de sujets qui sont manquants, mais on peut déjà réaliser ce diagnostic-là pour vous permettre d'identifier déjà le gisement de réemploi. Et ça, c'est la dernière partie, parce que pour le réemploi, vous arrivez sur un autre sujet, c'est il faut le site de réemploi, il faut vos projets. Donc il y a une volonté derrière. Alors c'est pas partout, la loi commence à obliger au réemploi, au recyclage, il y a des pourcentages qui sont bien améliorés et qui doivent se mettre en place. Donc ça, c'est plutôt côté maître d'ouvrage d'un projet. Et là, pareil, Bureau Veritas peut vous accompagner par la filiale construction dans ce sujet. Bureau Veritas, sur le sujet du réemploi, on est d'abord membre fondateur de Circolab, de l'association Circolab. On est dans le booster de réemploi pour pouvoir amener l'expertise à nos maîtres d'ouvrage. Ensuite, aujourd'hui, toutes les régions de France, pour Bureau Veritas Construction, ont des personnes qui connaissent le réemploi. Sauf souvent, on s'est dit, le contrôleur technique, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas au réemploi. Mais non, c'est faux. On s'intéresse au réemploi parce que derrière, c'est nous. En fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être conscient et sûr de soi. Il faut qu'on arrête de jeter. Il y a des produits qui, enfin, on le voit bien quand on déconstruit des bâtiments, quand on démolit des bâtiments, on voit qu'il y a des produits qui sont encore utilisables et qu'on ne le fait pas. Donc ça vraiment, c'est quelque chose qui s'organise et c'est toujours en local. Donc c'est pour cette raison-là, il y a ce slide avec ces personnes, c'est en local, il y a des intervenants qui savent faire. Et puis pour terminer, effectivement, quelques exemples. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez bien, les produits qui sont démontés, ils sont réutilisables. Ils sont complètement réutilisables. Donc, ne les laissons pas de côté, ne les jetons pas à la décharge. Ça peut faire vraiment des volumes importants. Donc, l'outil du diagnostic qui va rentrer en application normalement au 1er janvier 2023, si on a bien l'arrêté qui sort ce mois-ci ou le mois prochain, sinon ça sera repoussé de quelques mois, va s'appliquer à beaucoup plus de chantiers de démolition. Beaucoup plus. On parle d'opération. C'est quelque chose de très important. La limite, c'est toujours les 1000 m². Les 1000 m² d'opération. Donc vous voyez, avant c'était 1000 m² de bâtiment. Donc là, c'est plus important. Et dans la rénovation significative, on sera à peu près, il faut que la rénovation représente à peu près 25% de la valeur du bâtiment. Donc c'est à peu près ça, c'est à peu près ces ordres de grandeur. Donc l'arrêté va préciser en fonction du type de rénovation, parce qu'on pourrait imaginer qu'on parle de rénovation globale, hein, les cloisons, la façade, etc. Non, non, on parle aussi des équipements. Si on remplace toute l'installation de CVC, c'est une rénovation significative. Donc ça rentrera dans le cadre du diagnostic PMD. Donc ça, c'est très important pour tous les maîtres d'ouvrage qui ont du patrimoine à démolir, évidemment. Ce diagnostic va servir pour reconstruire. Par contre, tout le sujet, il est là. Regardez, le stockage. Ça, c'est une opération. Donc vous imaginez, si on traite 2000 opérations, ben, il faut encore plus de stockage. Chaque maître d'ouvrage n'aura pas son stockage. Et donc là, on a besoin, je ne sais pas s'il y a des personnes, des collectivités dans l'assistance, mais on a besoin des collectivités.
Moi, je suis parisien, donc effectivement, avec la métropole de Grand Paris, on s'organise, on travaille pour pouvoir euh, proposer justement des plateformes. Le principe, c'est d'avoir des plateformes de stockage qui permettent ensuite à tous les acteurs d'utiliser ces produits. Et bien sûr, à côté de cela, tous ces produits, on les a démontés, mais dans certains cas, il faut pouvoir les réemployer. Et donc, des analyses particulières, dans certains cas, ça va être un peu compliqué. Je suis contrôleur technique à la base. Faire un test sur une porte coupe-feu, ça marche quand on a une grande série. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Par contre, sur du matériel de robinetterie ou des accessoires de plomberie, il faut les nettoyer. C'est des matériaux qui ont été utilisés. Donc là, on a aussi de l'économie solidaire qui a toute sa place et qui permet effectivement de pouvoir arriver sur un produit qui reste à un coût acceptable pour le maître d'ouvrage. Parce qu'on est quand même toujours sur un équilibre financier. Vous allez avoir une obligation, notamment pour les opérateurs publics, de réemploi, de réutilisation. Mais il faut que vous ayez la possibilité de le faire. Donc ce diagnostic va permettre d'avoir le gisement. Après, il faut que les collectivités puissent organiser le stockage et puis des plateformes qui existent, il y a des acteurs qui sont sur le sujet, qui permettent d'enregistrer. Donc là, il nous manque encore, le CSTB doit créer sa plateforme pour recueillir tous les diagnostics PEMD qui permettront ensuite à des plateformes d'aller piocher ces informations. Donc on a un gisement et comment l'utiliser sur vos projets. Voilà ce que je voulais vous présenter. Alors si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, je suis là. Bonjour. La pyramide inversée que vous venez de présenter, pour moi, le déchet, c'était vraiment la phase ultime. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas dégradé le produit ou réutilisé le produit, ce n'était pas un déchet. Et là, je vois apparaître le mot déchet très très vite. Ça m'interpelle. Alors, tout à fait, effectivement, c'est un vrai... dans la responsabilité du produit, donc le produit devient un déchet dès qu'il sort de son usage. Et son usage, c'est du réemploi. La réutilisation, en fait, c'est qu'on va prendre le produit et on va le mettre dans un autre usage. Donc il devient un déchet. Et donc il y a tout un travail sur la sortie du déchet. C'est vrai que pour d'aucuns aimeraient bien pouvoir descendre ce trait-là au niveau de la réutilisation parce que ça freine un petit peu. Donc là, il y a encore du travail. Je pense que réglementairement, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut dire que ce n'est plus un déchet. Donc là, c'est pour ça que c'est important cette notion. Et là, on est vraiment toute cette partie-là. Auparavant, on ne parlait pas de réemploi. Auparavant, on parlait que de valorisation, d'élimination. Donc c'est vrai que le recyclage est venu et progressivement, donc cette pyramide est en train, dans le principe de gestion de nos produits et matériaux, d'être orientée dans ce sens.